Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, comme d'habitude, il va me servir comme un fier écuyer, Greg Pigeon. Salut Spades et bonjour à tous. Aujourd'hui, on décide de revenir aux racines du podcast en présentant un titre ancien, et surtout c'est à la fois un titre culte et mésestimé. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ouais, alors on va parler de Camelot 3000. Alors 3000, pourquoi ? Parce que l'histoire se situe en l'an 3000. Et c'est une histoire de pure SF. On a des aliens reptiliens assoiffés de sang qui envahissent la Terre et qui cherchent à dominer le monde. Et on va suivre l'histoire d'un jeune archéologue, Tom Prentice, qui tombe par hasard sur la tombe du célèbre roi Arthur qui va réveiller. En effet, une prophétie annonçait ce retour au moment où l'Angleterre en aurait plus besoin. Et puis là, on peut dire qu'ils en ont besoin quand même. Ah, carrément. Et, mais pas seulement lui, donc on aura aussi le retour de Merlin, de Guenièvre, la femme d'Arthur, ainsi que certains de ses chevaliers, pas tous. Donc on aura entre autres Lancelot, Tristan ou Galahad qui vont être réveillés ou réincarnés. Oui. Et donc Arthur va reformer la table ronde autour de ses chevaliers et ils vont combattre à la fois les envahisseurs aliens ainsi que les intrigues de Mordred, le fils bâtard d'Arthur, et Morgane le Fay, la némésis de Merlin. Et leur tâche est compliquée également par des tensions internes. Donc on a évidemment le célèbre triangle amoureux qui est renouvelé entre Arthur, Lancelot et Guenièvre. Mais également on a d'autres problèmes qui sont complètement inventés pour cette série. Donc on a le fait notamment que Tristan est réincarné en femme. Et donc il est en lutte à la fois avec cette nouvelle identité, mais également aussi par le fait que Tom Prentice tombe amoureux d'elle, enfin de lui, pardon. Ça devient compliqué, hein. Voilà. Et donc j'ai oublié de citer les auteurs, donc c'est avant tout cette série est une création de Mac Barr. Et ça a été dessiné par Brian Bolland et publié chez DC Comics. Voilà. Mais pour l'instant, on va parler un peu plus de Mike Barr. Donc, il est né en 1952, ce qui lui fait donc 64 ans. Et c'est un vieux de la vieille. Il a commencé très très tôt à travailler dans les comics. Et notamment, en fait, son tout premier travail professionnel, ça a été en tant que scénariste chez DC Comics, sur Detective Comics 444 de décembre 74 et janvier 75. Rappelez-vous qu'en fait, les numéros sont datés sur deux mois. Il était tout jeune à l'époque. Ah oui. Tout au long de sa carrière, il a travaillé chez tous les éditeurs, DC, Marvel, Malibu Comics, mais il va toujours rester proche de DC. Notamment, il va être plus que scénariste parce qu'il va bosser en tant qu'éditeur chez eux de 81 à 87. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est très très lié au personnage de Batman. S'il a débuté dessus, il a aussi apporté des nouveaux pans d'histoire à la continuité du Batman. Tout d'abord en lui créant une équipe qu'il dirigera, donc Batman and the Outsiders. Très très bonne série. Très très bonne série, tout à fait. Une équipe assez originale pour l'époque. Il va être aussi à l'origine de l'existence de Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, en écrivant le graphic novel Son of the Demon, dont se servira Grant Morrison beaucoup plus tard. Ouais, c'est la fameuse liaison entre Talia et Batman. Tout à fait, et qui va lui donner un fils qui va devenir le Robin actuel. Il va aussi prendre la suite de Batman Year One, donc quelque chose quand même assez dur d'écrire un Batman Year Two comme il l'a fait, et qui est d'autant plus controversé puisqu'il revient sur la décision de Batman de porter des flingues. Mais Mike Barr, en fait, il n'est pas connu que pour Batman, il est aussi connu pour Star Trek. Est-ce que tu savais qu'il était l'un des rares auteurs à avoir travaillé sur 4 incarnations de la franchise ? Ah non, je ne savais pas. En comics ou en série télé ? Comics, série télé et romans. Il a travaillé sur différents supports. Il a travaillé pour The Original Series, donc en comics, vu la date à laquelle il a commencé à travailler. Il a bossé sur Génération, Deep Space Nine et Voyager. Et le comics dont on va parler aujourd'hui, donc Camelot 3000, il a eu l'idée lorsqu'il était étudiant. Il a suivi un cours sur la légende arthurienne, et ça l'a beaucoup marqué, donc il s'est mis à cogiter ça en imaginant une intrigue de science-fiction. Il proposera son idée à DC, qui va refuser. Donc il va partir chez la concurrence pour travailler chez eux, il va leur proposer, ils vont lui dire oui, pour y mettre en tant qu'épisode dans une série d'anthologies en noir et blanc qu'ils avaient à l'époque, mais le projet ne va jamais aboutir. Donc comme il revient en 81 en tant qu'éditeur chez DC, il repropose son idée, cette fois ça passe, et il la fera aux côtés d'un certain Brian Bolland, dont tu as très très hâte de nous parler, n'est-ce pas ? Ah, Brian Bolland, oui. Alors, c'est un auteur un dessinateur qui a le même âge que Mac Barr, il a 65 ans maintenant. Alors, autant il y a 15 jours, on vous a parlé d'un titre au dessin qui était franchement indé. Là, Brian Bolland, on parle vraiment d'une légende des comics. Ah oui. C'est une source d'inspiration pour énormément d'artistes encore maintenant. Tout à fait. Et pourtant, il n'a pas une carrière en tant qu'artiste d'intérieur, comme on dit, si longue que ça. Donc, il a commencé sa carrière tout d'abord assez jeune, aux côtés de Dave Gibbons, donc, qui dessinera Watchmen un peu plus tard. Oui, une autre légende aussi. Ouais. Alors, il faisait un comics bimensuel, donc il écrivait en alternance avec Gibbons sur un super-héros noir qui s'appelait Power Man, et le comic s'était vendu exclusivement au Nigeria. Donc autant dire que c'était assez confidentiel. Ah oui, je pense, oui. Et Dave Gibbons qui est parti assez rapidement sur un petit projet de SF
pour un nouveau magazine anglais probablement qui donnera rien, qui s'appelle 2000 AD. Et le petit projet, c'est juste Judge Dredd. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Et alors Bolland est très très ami avec Gibbons. Tout de suite, on lui propose de venir rejoindre le projet. Donc, il va rejoindre dès la première année sur le programme numéro 41, donc à la fin de l'année 77. Et son talent explose immédiatement et il est embauché directement comme dessinateur régulier de la série. Donc il a participé à des arcs qui sont devenus cultes sur le début du Juge. On peut parler notamment aux Jeux Olympiques lunaires, le Juge Enfant Quest et surtout la saga de la Terre Maudite, un des arcs les plus connus du Judge Dredd encore maintenant. C'est déjà à ce moment-là, il va commencer à avoir du mal à suivre le rythme régulier de la parution parce que 2000 AD demande 6 pages par semaine, on va voir 6 ou 7 pages par semaine. Là, il va commencer déjà à prendre des retards, ce qui sera un petit peu sa marque de fabrique, on en reparlera sur Camelot 3000. Mais il a aussi créé donc, le design, pendant qu'il travaillait sur Judge Dredd, de personnages qui sont encore cultes maintenant. Hein. Judge Death et Judge Anderson, c'est lui qui les a créés. En fait, comme je vous disais, il a commencé à avoir du mal à être régulier, donc il va commencer à s'éloigner petit à petit de 2000 AD pour faire des illustrations dans la publicité, là où il est vraiment beaucoup plus fort. Il travaille ensuite à travailler pour DC Comics au début des années 80, fait notamment quelques covers. On peut citer sa toute première cover, qui est le Green Lantern 127. D'ailleurs, l'anecdote pour ce boulot-là est assez rigolote. Ah bah je ne la connais pas. Donc tiens, tu vois, je vais t'apprendre un truc sur un de tes dessinateurs favoris, tu vois. Ouais. Donc en fait, il avait été à une convention sur Londres. Ils avaient invité donc le dessinateur de l'époque de Green Lantern, qui se retrouvait avec un numéro à dessiner et pas d'endroit pour le faire. Donc Brian Bolland et sa femme l'ont invité à venir chez lui pour travailler. Il a travaillé là-bas. Il passe un coup de fil à DC, il dit écoute là, le mec chez qui je suis, Brian Bolland, il a envie de dessiner une cover de Green Lantern vu qu'il est fan, on le laisse faire. Puis la direction de DC, on dit pas de problème. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière réellement chez DC par un simple coup de gentillesse. Ah ouais, c'est assez hallucinant. Hein. Oui. Comme quoi les carrières se font à des petits détails. Et c'est ensuite en 82, donc il va être choisi pour illustrer un travail un petit peu atypique, une maxi-série en 12 épisodes, donc Camelot 3000, avec un scénariste qu'il connaît pas du tout. Mais c'est son travail sur ces différentes covers qui fera qu'il va être opéré et donc choisi pour cette série-là. Et à ce jour, c'est le seul travail mensuel qu'a effectué Brian Bolland aux États-Unis. Et en plus, encore une fois, comme sur 2000 AD, il va avoir des gros problèmes de délai, notamment sur les derniers épisodes. Et Camelot 3000 ne sera terminé qu'en 1985. Il mettra 9 mois à dessiner le dernier épisode. Oui, en fait, du 1 au 7, il a bien tenu le rythme. À partir du 8, la série est passée en trimestriel. Et le dernier épisode, donc le 12e, sortira 9 mois après le 11e. C'est un accouchement dans la douleur, on peut dire. Alors c'est vrai que on peut considérer que c'est difficile, surtout pour l'époque. Nous, maintenant, 30 ans après, on s'en moque un petit peu, on a le résultat final et effectivement, on voit que les planches sont incroyables. Et on comprend qu'il a eu besoin de temps pour pouvoir les faire. Ah oui, non, mais tout à fait. Comme il l'expliquait lui-même au tout début de la série, donc il appréciait peu le fait d'avoir un encreur qui repassait derrière lui. Ouais, parce que la méthode anglaise, en fait, les dessinateurs s'en créent eux-mêmes. Voilà, et puis il avait pas envie que quelqu'un réinterprète son travail, donc il avait surblindé de détails ses premiers numéros pour laisser le moins de marge possible à l'encreur. En fait, au fur et à mesure, il a commencé à établir une relation de confiance avec son encreur, et du coup, comme il s'est dit, ben voilà, j'ai plus l'étape de l'ancrage à me taper, donc je vais commencer à pouvoir me lâcher, puis aller beaucoup plus loin que j'aurais pu le faire en temps normal. Et donc, il a poussé le curseur un peu plus loin à chaque fois. Ouais, à tel point, ouais, qu'on a des pages absolument incroyables sur Camelot 3000, quoi. Et donc, en fait, on va continuer un petit peu avec sa carrière. Donc, il a eu un petit hiatus, donc il a fait encore des illustrations et des covers. Et en 1988, il va connaître son plus grand succès, et son dernier succès, en fait, en tant que dessinateur, en compagnie d'un autre scénariste anglais, Alan Moore, le très controversé The Killing Joke. Ah oui. Et il n'a pas très bien vécu The Killing Joke, et suite à ce titre, il décide de dessiner que des projets qu'il écrira lui-même. Donc je pense que l'entente était pas tellement cordiale entre les deux. Alan Moore a quand même une réputation d'être difficile à vivre. Hein, donc... Voilà. Donc suite à ça, il va plus dessiner grand-chose en page intérieure. Il va faire une histoire pour une anthologie Batman Black and White. Oui, qui est très très bien d'ailleurs. Ouais. Et après, mais il va restreindre uniquement aux couvertures, où il va devenir le typique cover artiste, où il va faire que ça, mais alors il va faire des couvertures mythiques. Alors j'en ai noté quelques-unes, notamment il va faire tout Animal Man pour DC et Vertigo dans les années 90, donc avec Grant Morrison, Peter Milligan et Jimmy Delano. Il va ensuite devenir le dessinateur des covers pour Wonder Woman pour toute la partie après l'époque Perez. Oui. Il va faire des couvertures absolument sublimes. Et il va rester fidèle à Grant Morrison, il va faire une bonne partie des couvertures de The Invisible. Et il va faire aussi, notamment assez récemment, le Flash de Geoff Jones ou Gotham by Night. Et justement, petite anecdote, pour prouver à quel point il est extrêmement important en tant que cover artiste, c'est donc ma douce et tendre moitié qui m'a fait remarquer ça. L'une des covers de Camelot 3000, quelques années plus tard, va être complètement reprise.
Ah oui, effectivement, je crois que c'est l'issue 5 ou 6 où on voit le roi Arthur qui porte Guenièvre dans ses C'est bras. le C'est numéro voilà, c'est 5. l'issue numéro 5 qui porte sa reine Guenièvre dans ses bras, le roi Arthur en train de pleurer et cette cover sera reprise, peu de temps après, en 1985 pour un petit titre chez DC. C'était quoi déjà? Crisis on Infinite Earth, je suis pas très sûr, mais Ouais, non, voilà quoi, c'est la fameuse couverture où Superman tient, tiens, Supergirl, Supergirl dans ses bras qui est l'image la morte. plus mythique de DC Comics de ces peut-être 30 dernières années, quoi. Ah ouais. Et donc en fait, cette image dessinée par Georges Pérez et en fait est inspirée d'une cover de Bolland sur Camelot 3000. Et truc marrant, c'est que j'ai vu ces deux covers toute ma vie et j'ai jamais fait le rapprochement, quoi. Eh ouais. Et donc pour finir juste sur Brian Bolland, bon, j'ai fait un petit peu long sur Brian Bolland, mais le monsieur en vaut la peine. Je vais juste vous donner son surnom, qui devrait vous suffire à vous convaincre si vous n'êtes pas familier avec son travail. Son surnom au sein de l'industrie, c'est l'artiste des artistes. Ah, ça, comme disait Julius Schwartz, donc le grand éditeur de DC, Bolland, il crée des covers pour que les artistes écrivent des histoires dessus. Ouais, c'est exactement ça. Mais Bolland, donc il est anglais. Donc est-ce que c'est le tout premier anglais à venir travailler aux États-Unis? Non, du tout. On a déjà eu des Anglais avant, mais par contre, il est précurseur d'un phénomène. Donc, je vous avais déjà parlé lors du podcast sur Daredevil Redemption de ce qu'était Marvel UK, donc la branche britannique de Marvel, qui était dédiée aux auteurs et dessinateurs britanniques et pour le public britannique. Et donc, DC a voulu répliquer avec ça, et ils ont créé ce qu'on a appelé a posteriori la British Invasion. Donc la British Invasion, c'était une importation de ces mêmes auteurs et artistes aux États-Unis directement. Donc c'était certainement dans le but de renouveler l'exploit que Marvel avait fait avec un petit bonhomme appelé Chris Claremont. Le célèbre scénariste des Voilà, X-Men. qui a juste transformé les X-Men en petite série mineure en l'un des plus gros blockbusters de comics de tous les temps, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais les X-Men, avant que Claremont arrive dessus, c'était une série qui n'arrêtait pas de se planter chez Ah Marvel, oui, hein. bah, alors que t'avais quand même de gros artistes dessus, hein. Kirby, John Byrne, tous se sont plantés Ouais. sur X-Men et il a fallu Claremont pour transformer la donne, quoi. Et donc Bolland, il fait pas partie de cette British Invasion, non, lui il est considéré comme étant l'avant-garde. Donc la British Invasion, c'est quoi? C'est donc juste DC qui a vu donc le Marvel UK, qui est un cheptel d'artistes en gestation. Ils ont remarqué en fait que les scénaristes anglais écrivaient pas du tout de la même manière que leurs homologues américains. Ils contactent un scénariste du nom de Alan Moore, dont on a parlé tout à l'heure, dont ils ont remarqué le travail, certainement sur Miracle Man, je présume, et ils veulent lui donner sa chance aux États-Unis en travaillant sur Swamp Thing. Donc c'est quand même l'un des runs les plus cultes sur le personnage. Ouais, mais ils prenaient pas beaucoup de risques parce que c'était une série mineure à l'époque, Swamp Voilà, Thing, non avant mais que Alan Moore la reprenne. mais justement, c'est une série mineure, mais c'est aussi une série qui a laissé des marques indélébiles dans tous les lecteurs de l'époque. Bon, pas seulement de l'époque, hein, même Oui. ceux qui l'ont découvert plus tard. Ah oui, il y a toujours des des gens pour la découvrir aujourd'hui, quoi. Et surtout, en voyant le succès critique de son Swamp Thing, il décide de lui laisser créer une maxi-série qui va s'appeler Watchmen, qui est juste l'un des piliers du bouleversement des comics des années 80, quoi. Avec Dave Gibbons, dont on parlait plus tôt, un autre anglais. Voilà. Et donc, ce Watchmen, ça va les forcer à créer le label Vertigo pour distinguer les lectures classiques de DC de trucs un peu plus expérimental comme peut le faire Alan Moore. Et Camelot 3000, ce serait sorti plus tard, serait directement sorti voilà, chez parce Vertigo, que faut quand les thèmes abordés sont adultes, en fait. voilà, tout à fait, parce qu'il faut pas oublier que Camelot 3000, donc c'est en 82 que c'est sorti, Watchmen c'est 86. Ouais. Donc Karen Berger, qui se retrouve à la tête de Vertigo, elle décide de faire venir la crème des scénaristes britanniques au sein de Vertigo et de leur laisser carte blanche pour créer des nouvelles séries ou même tenir des séries basées sur d'autres projets. On peut juste citer comme auteurs qui sont venus des gens comme Grant Morrison, dont on vous a déjà beaucoup parlé au fur et à mesure des émissions, Warren Ellis, Garth Ennis, Jamie Delano, Neil Gaiman, Peter Milligan, même si certains sont plus appréciés que d'autres. Jusqu'à la fin des années 90, les Américains n'étaient pas capables d'écrire comme eux. Ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages des comics de l'époque. Mais moi, j'ai un petit problème avec le label Vertigo. Pourtant, tu sais que j'aime ces séries d'amour, hein. Mais j'ai un petit problème, c'est que pour moi, ça a tué la diversité dans les titres de l'époque. Donc en fait, tu vois, avant l'existence de Vertigo, c'était beaucoup plus divers les titres que tu pouvais acheter chez Marvel et DC. Aujourd'hui, tu vas regarder DC, tu vas regarder les rayonnages Marvel, tout ce que tu vas trouver, c'est des titres de super-héros. Il y a très très peu de titres qui se démarquent de ça. T'es d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait d'accord. Le truc à l'époque, c'est que tu trouvais des titres comme Camelot 3000 qui sortaient en plein milieu de ton numéro de Batman et de ton numéro de Superman, quoi. Et c'était pareil chez Marvel. Marvel avait un univers d'horreur qui était très très bien fait, donc on pouvait trouver des séries comme The Tomb of Dracula ou Werewolf by Night, un univers de kung-fu
parce qu'il faut pas oublier que la fin des années 70 et le début des années 80, Bruce Lee était une idole absolue. Donc là, on trouvait des séries comme Iron Fist, Shang-Chi, Master of Kung Fu et Deadly End of Fu, qui sont des séries qui sont plus ou moins indépendantes du reste de l'univers Marvel. Dans le même ordre d'idée, chez DC, t'avais un univers d'heroic fantasy très marqué, donc où on trouvait Arion, Arak, Son of Thunder, Warlord, Amethyst. Pareil avec les séries de guerre. On voit plus du tout aujourd'hui de séries de guerre comme Sergeant Rock ou Unknown Soldier. Ouais, DC et Marvel ont complètement abandonné ces gammes-là pour les maisons indépendantes, en fait. Ben, en fait, oui et non. Parce qu'ils ont continué à les faire, mais en dehors de leur De ligne leur gamme principale. principale. Ouais. Unknown Soldier a une série chez Vertigo durant les années 2000. Losers, pareil. Et c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on est obligé de partir sur des labels pour justifier qu'on lit des comics en dehors de Marvel et DC, quoi. Et des comics adultes. Oui, oui. On des tentatives, hein. Tu prends chez Marvel l'univers cosmique par Dan Abnett et Andy Lanning. Ça a été un plébiscite critique et les ventes étaient suffisamment bonnes pour que ça dure pendant des années, quoi. Ouais. Pareil avec les séries au traitement très très indé qu'on trouve chez Marvel comme Hawkeye ou Vision dont on vous a parlé il y a pas si longtemps que ça par Tom King et Gabriel Walta. C'est des succès d'estime, les ventes commerciales sont pas mauvaises, mais c'est voilà quand même nous on vous a présenté ces titres-là, on vous a présenté ça comme des titres indés chez Marvel. Alors qu'à l'époque, tu vois, dans les années 80, tu avais des comics. C'est t'allais lire un comics, t'allais pas lire un Marvel ou un DC ou un titre un peu indé chez eux. Non, tu lisais un comics, t'avais envie de lire Conan, tu lisais Conan. Et ben en fait, ce phénomène dont tu parles, ça date de 78, l'arrêt de toutes ces séries-là. Et ça vient de chez DC, avec ce qu'on a appelé la DC Explosion, qui a eu un petit surnom en interne dans le milieu du comics qui est devenu la DC Implosion. Le DC s'est complètement replié sur lui-même parce que donc à cette époque-là, ils ont décidé d'annuler plus d'une vingtaine de séries suite à une chute catastrophique des ventes à l'époque. DC, qui était numéro 1 des ventes dans le milieu du comics depuis toujours, s'est fait passer devant par Marvel. Et en plus, en 1978, on a une augmentation du coût de fabrication des comics. Oui. Et donc DC a décidé d'annuler une grande partie de ses titres parce qu'il est considéré comme mineur. Mais alors il y a des titres qu'on connaît encore bien maintenant, hein. Aquaman a été annulé à l'époque, All Star Comics, Kamandi, les Teen Titans. Détective Comics est même passé très très près de l'annulation. Et pourtant, arrêter l'un des titres historiques, fallait oser. Ah, mais ça se vendait pas du tout à l'époque. Ouais. Et c'est là que DC a eu une idée, en 1979. Il voulait toujours continuer à sortir des grands titres, Batman, Wonder Woman, Flash et compagnie, mais il voulait quand même continuer à lancer les petites séries dont tu parles. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de sortir des séries régulières, on va faire des mini-séries. Et donc DC en 79 a lancé la toute première mini-série, qui était une série autour de l'univers de Superman, le World of Krypton, Oui. qui était la première série en 3 épisodes. Et, grosse surprise, carton, giga carton. Alors là, donc du coup, ils ont enchaîné les mini-séries qui ont toutes marché. Et alors là, en 82, ils se sont dit, bon, bah, on va pousser le concept un petit peu plus loin, on va lancer la première maxi-série en 12 épisodes. Et cette série-là, c'est Camelot 3000. Tout à fait, mais c'est marrant parce que ce que tu me racontes, ça me rappelle quelque chose de très récent. Bah, Ou quand DC Rebirth, quand d'ici, non, même pas Rebirth, moi je partirais même en fait sur la version échec qui a été le DCU. Oui. Où ils se sont dit on va sortir plein de mini-séries totalement différentes, où vraiment ils ont retenté de donner de la diversité, et au final ça a été un bide lamentable. Même des séries qui sont reconnues comme étant bonnes, comme Omega Men ou Prez, on peut même citer Dial H dans le New 52 avant, hein. Ah, ouais. Ça a été des bides totales. Mais ils refont la même chose avec Rebirth maintenant, où ils se sont recentrés sur les grosses séries Batman, Justice League, Superman, et ils lancent à côté des mini-séries sur des personnages mineurs, comme Hawkman ou Deadman, mais commercialement, c'est des gros échecs, alors que ces mini-séries-là sont de très bonne qualité. Hein. Certainement, mais le truc est flagrant avec Dial H et Omega Men et Prez, où même entre nous, on se l'est dit, ça serait sorti chez Vertigo, les séries seraient un carton, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors en 82, pour en revenir à Camelot 3000, hein, que le terme de maxi-série, c'est DC qui l'a inventé à l'occasion. Oui. Et ils ont eu une autre idée, c'est de lancer le comics avec un meilleur papier, donc un papier de grande qualité, et de vendre les comics aussi plus cher, pour en faire un vrai événement. Marvel va reprendre l'idée, et ils vont lancer en, je sais plus en quelle année, je crois que c'est 83, la mini-série Contest of Champions, qui est la première mini-série Marvel. Qui est même le premier event de l'histoire des comics. Eh ben, le tout premier event, c'est pas Contest of Champions, c'est ce qui va suivre, c'est Secret Wars en 84. Oui, mais voilà, c'était un brouillon. Voilà, c'est ça, c'est ce qui va initier Secret Wars, Contest of Champions. Et c'est le tout premier event, et qui sera suivi l'année d'après chez DC par Crisis on Infinite Earth. Oui. Donc Camelot 3000, c'est un vrai événement éditorial, hein, parce que ça a lancé un phénomène. Maintenant, les événements comme ça, il y en a tout le temps. Hein.
C'était une découverte que j'ai faite pour préparer l'émission, quoi. Toute l'histoire éditoriale autour de ce comics-là était hallucinante. Pas seulement ça, parce qu'en plus, c'était un titre précurseur dans la distribution des comics en eux-mêmes. Ouais, oui. À l'époque, les comics, on les trouvait dans les supérettes du coin. C'était sur Dans les drugstores, les stands de journaux et compagnie. Voilà, c'est ça. Et Camelot 3000, c'est le tout premier comics à avoir été vendu uniquement dans des magasins spécialisés, donc les fameux comic shops. Il y avait déjà eu quelques tentatives avant, notamment une série sur Xanadu chez DC, qui a été un échec patent, quoi, on va dire. C'est un gros pari quand même de faire dans sa série événement une série difficile à trouver. Voilà. Il fallait que les lecteurs fassent l'effort d'aller le chercher dans ces nouveaux comic shops, enfin exclusivement dans les comic shops, et les villes qui n'en avaient pas, les lecteurs ne pouvaient pas les trouver tous les titres. On est bien avant Internet. Hein. Ouais, non, tout à fait. Et c'est surtout une excellente opération commerciale, parce que ceux qui se déplaçaient pour aller acheter Camelot 3000, ils voyaient un titre à côté, tiens, je vais tenter ça, quoi. Et le fait de passer directement par les comic shops a permis aussi aux auteurs, notamment à Barr, le scénariste, de passer outre le Comic Code Authority. Le code qui à l'époque interdisait l'utilisation de certains thèmes, notamment le thème de l'homosexualité, qui était interdit dans les comics à cette époque-là, ou alors il fallait l'utiliser de manière presque outrancière. Ça a permis à Barr d'utiliser des personnages gays ou lesbiens non stéréotypes. C'était une grande première, mais... Avant 89, il n'y en a pas eu d'autres. En gros, c'est une approche quasiment européenne du comics. Et déjà que les thématiques du comics sont très très européennes, donc je vais revenir dessus, sur ce qu'on appelle le mythe arthurien. Donc le mythe arthurien est en fait un ensemble de légendes et de récits d'origine celtique qui racontent les aventures au 5e siècle du roi Arthur Pendragon et de ses chevaliers de la table ronde à la recherche du Saint Graal. Donc tout le monde a entendu cette légende à peu près 1000 fois, de l'épée dans la pierre qui a retiré un enfant et qu'il est devenu roi et ainsi de suite. Mais donc c'est un récit qui s'est d'abord propagé de manière orale. Un peu, comme on disait en préparant l'émission, en fait, le mythe arthurien, c'est l'Iliade et l'Odyssée pour les Celtes. C'est un poème épique en tradition orale. Au fur et à mesure, différents auteurs ont essayé de retranscrire ces histoires à l'écrit, mais différentes sources et différentes intentions vont faire qu'il existe beaucoup de récits divergents. Notamment, il est établi que de nombreux récits entre le 5e et le 12e siècle ne servent qu'à asseoir certaines familles de nobles dans la grande histoire de la Grande-Bretagne, de dire oui, nous sommes des héritiers de tel personnage du cycle d'Arthur. De la même manière, les récits les plus reconnus, comme ceux écrits au XIIe siècle par Chrétien de Troyes, donc un Français, eux, ils ont été écrits avec l'intention de faire la promotion des valeurs de la chevalerie et d'évangéliser des mythes païens. Le Graal, notamment, c'est un remplacement du chaudron magique de la légende de Bran, qu'on retrouve aussi dans le dessin animé de Disney, Taram et le chaudron magique. C'est le plus mauvais de tous les dessins animés Disney. En tout cas, celui qui a eu le Moi, moins de succès, moi je l'avais bien aimé à l'époque, mais il faisait peur. Bref, je digresse. On a appris plus tard que Burton a travaillé dessus, on a compris pourquoi. C'est des récits qui ont toujours été ultra populaires, qui ont enflammé les esprits de tout le monde et qui ont inspiré beaucoup d'auteurs. On va citer, ne serait-ce que comme exemple, au 19e siècle, Mark Twain qui écrit un Yankee à la cour du roi Arthur. Donc là, on est quand même déjà avec 7 siècles d'écart avec le 12e. Et en fait, donc ça a continué comme ça, il y a eu beaucoup d'histoires créées. Et surtout, en fait, dans les années 70, il y a un gros regain d'intérêt pour les légendes arthuriennes. C'est notamment à cette période que Mike Barr a eu l'idée de faire Camelot 3000 en suivant le cours à ce sujet. Et ce regain d'intérêt, pour moi, il a dû venir en fait de la pentalogie de roman La quête du roi Arthur par Terence Hanbury White. Donc en gros, le premier volet de sa pentalogie s'appelle The Sword and the Stone, et ça a été adapté au début des années 70 au cinéma sous le titre de Merlin l'Enchanteur. Donc dessin animé très très célèbre que tu as dû voir. Ouais, super dessin animé. Ouais. Si on doit ajouter à ça un contexte très très favorable à l'heroic fantasy, donc le comic strip Prince Vaillant de Harold Foster qui est un carton absolu depuis les années 40, Tolkien qui vient de sortir Le Seigneur des Anneaux, tout ça, ça a dû vraiment enflammer l'esprit pour que on se retrouve avec des années 80 très très influencés par le cycle d'Arthur. Donc on parle de Camelot 3000, mais on peut parler aussi du cycle d'Avalon par Marion Zimmer Bradley. Je sais pas si tu as déjà lu cette série. Non, j'ai jamais lu ça. Non. Donc en fait, c'est raconter toute l'histoire d'Avalon et du roi Arthur, mais à travers l'histoire des femmes d'Avalon. D'accord. Intéressant. On peut citer aussi le film Excalibur de John Borman, chef-d'œuvre. Voilà, qui est un chef-d'œuvre. On ne peut pas ne pas citer le film des Monty Python. Le Sacré Graal. Ah bah oui, comment ne pas le citer quoi. Oh, même très récemment, on peut citer ce qu'a fait Astier en France. Camelot, oui, j'y venais quoi, qui est vraiment en fait, ça a l'air d'une blague de base Camelot, mais c'est très 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 référencé au mythe d'Arthur. Hein. Même le côté Perceval, un peu couillon et benet, c'est écrit par Chrétien de Troyes comme ça déjà à la base. Perceval, je rappelle que dans le mythe d'Arthur, c'est le seul type qui a vu passer le Graal devant lui et qui a pas compris ce qui lui arrivait.
Et dans Camelot 3000, il est aussi un petit peu ridicule d'ailleurs. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Lui et Galahad sont Ouais. assez comiques. On peut citer aussi le jeu vidéo, hein, Ghouls and Ghosts, qui reprend Arthur qui doit libérer Guenièvre. Dans le jeu vidéo, on peut penser à Zelda 3 aussi, A Link to the Oui. Past, avec la fameuse scène de Ouais. l'épée. Ah oui, tout à fait. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais exactement, oui. Mais surtout, il y a une question qui se pose quand on lit Camelot 3000, et que tu m'as posé aussi, hein, c'est est-ce que Tristan, on peut considérer qu'il fait partie de la légende arthurienne? Bah, c'est pas vraiment défini ça, hein. À ton avis, oui ou non? De base, j'aurais dit non, mais après, en ayant fait un petit peu de recherche, il semblerait que la légende de Tristan et Iseult soit liée au mythe arthurien. Eh ben voilà, en fait, le truc, donc on va expliquer Tristan et Iseult, qui est donc un des premiers romans écrits en langue française, qui raconte l'histoire de Tristan, jeune chevalier, qui va tomber amoureux de Iseult, la belle promise au roi, qui va lui rendre cet amour, et leur amour va être maudit et ils vont subir 1000 affres de la passion et de la torture. C'est vraiment un roman épique, de la même tradition orale que le mythe d'Arthur. Mais surtout, en fait, comme je te disais tout à l'heure, l'auteur principal du mythe arthurien au XIIe siècle, c'est un certain Chrétien de Troyes. Et donc, Chrétien de Troyes, il a aussi écrit un roman aujourd'hui perdu sur Tristan et Iseult et le plaçant dans la légende arthurienne. Donc, à mon avis, quand Mike Barr a placé le personnage au sein de son équipe, il avait une vraie raison pour le faire. Mais d'ailleurs, MacBar avait embauché comme consultant sur cette série son professeur qui lui avait donné Voilà. l'amour des mythes arthuriens quand il était étudiant. Tout à fait. Et à mon avis, c'est suite à ce cours-là qu'il a découvert donc la filiation entre l'histoire de Tristan et Iseult et celle du roi Arthur, et qu'il s'est dit que ça pouvait énormément servir à placer des thèmes qui étaient pas courants dans les comics à l'époque. Ouais. Et là, tu penses à quoi? Oh ben, le transgenre. Et ça va loin, hein. Dès 1982, MacBar, il place des thèmes qui sont d'actualité maintenant, qu'on voit dans les comics actuels, mais à cette époque-là, on voyait pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est courant de dire ah regarde ce titre, il est bien, il parle de personnages transgenres et tout. Voilà, d'avoir relié Camelot 3000 et de m'être rendu compte qu'en 82, quelqu'un avait déjà fait cet effort-là. Ça m'a scié, quoi. Mais encore maintenant, hein, c'est pas si commun que ça, hein, parce que la sexualité, c'est un énorme sujet de controverse aux États-Unis, hein. On peut se balader avec des armes autant qu'on veut, mais par contre, montrer un sein à la télévision, c'est pas possible. Et ce qui fait que la représentation de la sexualité, surtout quand la sexualité diffère de l'hétérosexualité, c'est assez récent et c'est encore manié avec des pincettes, hein, par les grands éditeurs. Ouais. Et en fait, alors, le début de l'apparition des personnages homosexuels, ça date du début des années 70. Le tout premier personnage homosexuel, est-ce que tu vois qui c'est, toi? Qui est ouvertement, en tout cas pas homosexuel, mais bisexuel. Dans le mainstream? Ouais, chez Marvel. C'est un personnage féminin qui est apparu en 1973 dans la série Iron Man, qui s'appelle Moondragon. Ah, je pensais pas à elle du tout, mais oui, exact, oui, Moondragon est bisexuelle. Ouais, on l'a vu récemment dans Infinity, enfin récemment Infinity Watch, ça commence à remonter maintenant, mais surtout Annihilation. Ouais. Et alors, en fait, la raison pour laquelle on n'en voyait pas, comme je le disais, c'est que le Comic-Con ne l'autorisait pas à l'époque. Donc là, déjà, Marvel prenait un petit risque. Alors, c'était pas très net, hein, la bisexualité de Moondragon, mais c'était quand même très fortement suggéré. Des personnages gays, de nos jours, on en connaît beaucoup. Et moi, par exemple, le personnage de Batwoman, je me disais que c'était un personnage qui avait toujours été gay. Mais pas du tout, hein. Ce personnage est gay que depuis 2006. Oui, dans l'itération créée par Greg Rucka, oui. Ouais. À tel point que quand il a été créé en 56, il a été ajouté au duo Batman et Robin pour en faire un love interest de Batman, pour faire taire les rumeurs de l'époque comme quoi Batman et Robin avaient une relation homosexuelle, justement. Ah oui, la Libye. Voilà, On appelle ça la Libye. Alors, au fur et à mesure, donc il y a eu surtout dans ces 10 dernières années, il y a pas mal de personnages qui sont devenus homosexuels ou bisexuels du moins. Donc on peut citer Mystique notamment, Catwoman, ou des personnages très ouvertement homosexuels comme Apollo, Midnighter, Iceman récemment ou René Montoya chez DC. Et ce qui fait que de Camelot 3000, encore une fois, un comics extrêmement progressiste pour son époque, hein. C'est vraiment hallucinant. Puis même au-delà donc de l'homosexualité et du côté transgenre, parce que donc on parlait de Tristan qui se retrouve à être en fait un homme enfermé dans un corps de femme. J'y viens à la transsexualité parce que je parlais de l'homosexualité, mais la transsexualité dans les comics c'est encore moins commun, hein. Oui, bah à part honnêtement, j'ai lu quoi avec des personnages transgenres chez les Big Two. Tiens, justement, j'ai le nom de Sandman. Ah bah Sandman, je le compte pas parce que c'est justement chez Vertigo. Là, moi, je parle vraiment de la gamme Marvel ou DC. Et le tout premier personnage que j'ai trouvé, donc qui est transsexuel, et donc qui a choisi de l'être, hein. Je parle pas d'une conversion magique comme dans Camelot 3000. Je parle vraiment d'un personnage qui décide de changer de sexe. Et bah le tout premier, ça part en 2013.
dans l'épisode 19 de la série Bad Girl, et c'est la colocataire de Barbara, Alyssa Ah Yeo, oui, exact, oui. qui est, ou Yea, je n'arrive pas à me relire, Yea, je crois, qui annonce à Bad Girl qu'elle est effectivement un personnage transsexuel. Même, je comptais directement Neil Gaiman avec son Sandman. Lui, il a toujours aimé les personnages comme ça, donc c'était normal de le voir là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que dans du mainstream, Ouais. j'ai pas spécialement 2013, souvenir mais de... c'est encore un problème aujourd'hui, hein, comme je le disais, les sexualités un petit peu différentes. On peut se souvenir de G. Williams 3 qui est parti de la série Batwoman parce que DC ne voulait pas un mariage homosexuel. Ouais, mais là où tu vois un autre problème que je vois par rapport à Batwoman, tu sais que j'aime cette Mhm. série, hein, c'est que voilà, les lesbiennes, c'est l'homosexualité acceptable. Oui, 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 non, mais alors là, je suis complètement d'accord. Mais pourtant, les DC utilisent aussi des personnages homosexuels hommes, hein. Je pense à la série Minator Apollo, hein, qui est dans Qui sont à la base pas des personnages d'essai, mais des personnages de chez Wildstorm. ouais, qui est un sous-label de DC maintenant. Ouais. Voilà, et qui ont été magnifiquement bien écrits par Warren Ellis à l'époque, quoi. Mais le problème avec Batwoman, c'est que c'est donc une homosexualité acceptable par le public, et c'est très bien de présenter des lesbiennes. Au contraire, plus tu mettras de personnages homosexuels, plus ça sera intéressant. Mais le truc, c'est que voilà, en prenant le parti dans Camelot 3000 de te présenter un personnage transgenre, qui l'est pas par volonté, quoi. Il s'est pas retrouvé, Tristan s'est pas retrouvé coincé dans un corps de femme Ah, par il sa le vit très volonté. très mal d'ailleurs dans la série. Hein, Et justement, on lui propose de subir, on va dire, une opération magique qui lui permet de retrouver son corps homme, et il le refuse par dignité personnelle, quoi. On te présente le personnage, soit il est transgenre, il assume, donc il se retrouve en couple avec Iseult, qui réapparaît dans l'histoire, et donc, même en étant transgenre, il passe pour une relation lesbienne, donc on va dire homosexualité acceptable aujourd'hui. S'il accepte l'amour de de Tom, Tom oui. Prentice, en fait, ça fait un homme et une femme physiquement, donc ce qui est totalement acceptable pour les mœurs de l'époque. Mais d'un côté, c'est une relation homosexuelle parce que c'est un homme Ah bah dans lui, intrinsèquement, dans quoi. sa tête, il est homme, hein, très clairement. Hein. Et c'est fou qu'ils aient osé poser le dilemme aussi poussé, Ah quoi. puis c'est pas du tout C'est suggéré comme on en parlait plus tôt. Hein, c'est vraiment expliqué dans ces ah termes-là. non, Hein. non, c'est vraiment fou qu'on ait osé en 82 poser ça comme ça, quoi. Là, c'est ouais, comme dit l'expression, il a posé ses Ouais, testicules c'est sur la ça. table, quoi. c'est waouh, et le pire c'est qu'à l'époque, donc moi j'ai lu Camelot 3000 quand je devais avoir on va dire 7-8 ans à l'époque où ça a été publié en France. La problématique de Tristan, bah je la comprenais beaucoup moins que je la comprends aujourd'hui, Ouais, mais normal. ça choque pas. C'est très bien amené. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout sur le ton du sermon. Ça sert Non, non, l'histoire. voilà, c'est ancré, c'est tellement ancré dans l'histoire. Bah moi, ça m'avait surpris parce que même sans avoir lu le comics pendant presque 20 ans, je me souvenais de ce détail parce que c'était quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir à l'époque. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment ça a gâché mon plaisir de lire Mhm. l'histoire, quoi. C'est vraiment voilà quand on te parle de placer des personnages homosexuels, transgenres dans une histoire. C'est comme ça que ça doit être fait. Faut que ça Ah ouais, serve non, l'histoire et le c'est propos. parfait. De toute façon, Camelot 3000 est un Ah, excellent comics. Hein. et même il y a un autre truc où j'ai trouvé le comics assez novateur, c'est sur la place de la femme au sein de l'équipe, parce que tu prends le personnage de Guenièvre, donc à la base simple reine, donc dans le roman courtois, elle est juste là pour foutre la merde entre Lancelot et Ouais. Arthur. C'est un peu ça aussi dans Camelot 3000. Elle a aussi ce rôle-là dans Camelot 3000, Oui, mais ce qui est classique dans l'histoire. oui, Mais elle a pas que oui, mais ça. la différence notable, c'est que dans l'histoire originale, elle est juste un objet d'attention des deux personnages Alors que là, masculins. c'est un personnage très Là, fort. ouais, elle est totalement Mm. proactive. Déjà de base, avant de retrouver la mémoire de Guenièvre, c'est une femme forte qui commande des milliers d'hommes pour essayer de contrer la menace. Quand elle se retrouve à être Guenièvre, à se retrouver à nouveau dans le triangle amoureux, c'est elle-même qui va de son plein gré. C'est elle qui est Oui, alors que proactive. Lancelot, pour le coup, a un côté presque plus anecdotique par rapport à Ouais, Guenièvre. ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Et honnêtement, même pour les années 80, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça énormément. Par contre, alors on va conclure comme d'habitude avec les chiffres de vente et là, on va devoir s'excuser parce que pour les comics de cet âge-là, c'est assez difficile de trouver des chiffres, donc on ne sait pas trop. Moi, je sais juste que le comics a bien marché au début en tout cas, mais qu'il a souffert des délais, évidemment, des délais de parution. Ça, c'est obligatoire avec des délais de Mais 9 mais mois mais entre un on parle d'une numéro. époque où les volumes ne sortaient pas en relié, hein, et si on voulait lire un comics, on le lisait uniquement en single, et donc le comics c'était quand même formé une fanbase, et les gens qui voulaient voir la fin de l'histoire étaient obligés d'acheter les derniers singles.
Ouais. De ce que j'ai pu découvrir de mon côté, c'est qu'en fait, le comics a rempli ses objectifs de vente. Ils avaient fixé une limite pour savoir si le concept de maxi-série était viable. Et en fait, ces objectifs de vente étaient remplis, ce qui a permis donc après de lancer des séries comme Watchmen, quoi. En fait, vraiment, sans Kaamelott, au niveau du format, Watchmen n'existerait pas, quoi. C'est assez fou de se dire ça, quoi. C'est souvent considéré comme un titre tellement mineur, tout en ayant un statut culte, mais sans ce comics, il y aurait beaucoup de choses qui n'existeraient pas. C'est un comics qui est culte, mais qui est un peu oublié quand même. C'est ça. Et à tort, parce que c'est un bijou. Hein. Ouais, c'est un bijou, et surtout en France, on a quand même eu 3 éditions différentes. Mais on le trouve plus maintenant. En fait, je parlais des comics que j'avais découverts à l'époque, donc moi c'était en kiosque, donc chez Artimar Edit, donc qui a publié ça en 4 numéros, en 4 kiosques entre septembre 83 et avril 85. Et puis comme pour la VO, les dates des derniers ont été très, très sporadiques. Donc Artimar Edit était un éditeur qui bataillait avec Lug, qui avait le Sacro-Saint Strange comme revue, et qui proposait beaucoup de titres totalement... on va dire perché pour l'époque. Si tu voulais lire des titres dont je parlais tout à l'heure, donc le côté Heroic Fantasy de DC, il fallait partir automatiquement sur Artima, quoi. Par la suite, dans les années 90, il y a donc une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Peplum, qui a édité Kaamelott 3000. Bon, après, j'ai compris pourquoi je connaissais pas du tout Peplum. Elle a fait faillite très vite, à tel point qu'elle n'a jamais publié les 4 derniers épisodes de Kaamelott 3000. Ok. Donc les 2 tomes publiés reprennent les épisodes 1 à 8 uniquement. Et enfin, la dernière édition, elle date de 2003. C'était un petit éditeur qui s'appelle Bulldog qui l'a repris. Ils ont fait l'intégralité de la série, donc en 2 tomes, mais tout en noir et blanc et en format beaucoup plus grand que du comics. Pour le coup, le dessin de Bolland en noir et blanc, la colo est superbe. Hein. Même la colo d'époque est vraiment jolie, mais c'est vrai que le dessin de Bolland en noir et blanc, moi qui ai lu beaucoup de Judge Dredd, c'est superbe. Hein. C'est hyper fin. Tu apprécies vraiment le côté noir et blanc, mais c'est vrai que maintenant les droits sont théoriquement chez Urban, vu que c'est un titre d'essai. Ça serait typiquement un titre qui pourrait être intéressant à ajouter à leur catalogue. On peut l'espérer, c'est vraiment une œuvre culte. S'ils la vendent bien en tant que premier événement d'essai, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Ouais, mais au-delà de ça, quoi, je pense justement qu'il faut éviter de l'apparenter au comics. C'est pour moi typiquement le titre qu'il faut sortir comme étant quelque chose qui ressemble à de la BD comme on l'a fait en Europe. Pour moi, c'est le genre de titre que tu poses, que t'as pas honte d'avoir à côté de Torgal, quoi. Ah oui, non, c'est vrai, ouais. Et ça serait justement aller vers un nouveau lectorat, et ça pourrait être très très intéressant. Ouais, on espère que Urban le sortira. En tout cas, pour ceux qui lisent la VO, il est disponible en TP, et même ils ont sorti DC a sorti un hardcover, je crois, fin des années 2000, juste avant les années 2010, et il a été après réédité en softcover. Et en un seul volume, et c'est un très beau volume. Hein, donc, si vous lisez l'anglais, il est facile à trouver. Non, c'est clairement un titre facile à trouver en VO. Si vous lisez l'anglais, faut y aller. C'est pas le titre qui va changer votre vision du monde, qui va vous proposer quelque chose de novateur, parce que quand même en 30 ans d'existence, la science-fiction a beaucoup changé. Il faut le replacer dans le contexte de l'époque, c'est sûr. Mais par contre, c'est un très 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 bon moment que vous allez vivre, quoi. Et donc on va finir en musique. Alors on va se quitter avec une chanson du très grand Bruce Dickinson, le chanteur du non moins mythique Iron Maiden, avec une chanson qu'il a écrite sur les mythes arthuriens, qui s'appelle Return of the King. Donc là en plus ça fait vraiment sens puisque le roi Arthur revient dans Kaamelott 3000. C'est une chanson qui est servie en plus pour le film Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc si vous voulez regarder la vidéo, vous pourrez avoir des images du film. Et voilà. Donc on va se dire dans 15 jours avec un autre titre encore un petit peu ancien. On vous laisse les surprises. Allez, au revoir. Au revoir.